essai. Donc ça a l'air de fonctionner. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez plus. Et puis on va commencer du coup le live. Bienvenue du coup sur ce live qui aura pour thème les fintech, les insurtech, un secteur qui est aujourd'hui en plein boom, avec justement un développement fort de ce type d'entreprise. On aura la chance de pouvoir en parler pendant à peu près 1 heure jusqu'à 19 heures sur ce live. Je voulais remercier évidemment les 3 intervenants qui seront là ce soir. Donc Victis Platen, DRH de United Credit. Nous avons également Bertrand Favre, fondateur et CEO de Yacman. Et enfin Frédéric Bouvard, donc CTO chez Finance Active. Donc encore merci d'avoir pris le temps d'être là ce soir pour justement parler du secteur des fintech. Je vous propose dans un premier temps tout simplement de vous présenter en quelques mots et nous allons commencer du coup par Frédéric, si ça vous convient. Merci Sébastien. Eh bien, écoutez, Frédéric Bouvard, très content d'être là parmi vous ce soir. En quelques mots, j'ai passé toute ma carrière, ce qui fait presque maintenant 20 ans déjà, c'est très vite, chez des éditeurs de logiciels spécialisés dans la finance et dans les métiers du financement. Financement, c'est leasing, crédit bail, crédit, ces choses-là. Où j'ai occupé différents postes, depuis développeur jusqu'au pilotage d'équipes de R&D distribuées. Donc R&D, c'est pour recherche et développement. Et j'ai rejoint il y a maintenant 1 an et demi Finance Active, qui est j'ai rejoint Finance Active en tant que CTO, donc c'est Chief Technology Officer. C'est s'occuper un petit peu de la roadmap technologique et de piloter les projets de R&D. Et c'est Finance Active, une fintech qui a été créée justement pour répondre aux problématiques de la gestion de la dette et des garanties sur le secteur public et chez les corporates. Donc, on a des solutions connectées en continu au marché financier et qui permettent à nos clients d'avoir une vue claire et valorisée de leur engagement, leur permettant notamment de fluidifier la prise de leurs décisions et de maximiser la performance financière. Voilà, tout un programme. Et je vais en rester là pour ne pas monopoliser trop la parole et passer la main à Bertrand. Merci Frédéric. Donc à moi de parler. Donc Bertrand Favre, ravi d'être là également. Donc moi je suis le fondateur, comme l'a dit Sébastien, de Yacman. On est une fintech, plus précisément une insurtech, puisqu'on opère sur le secteur de l'assurance. J'ai un parcours, en fait, je suis issu d'une école de commerce et j'ai monté une première entreprise dans l'emploi des seniors, que j'ai opéré pendant 7 ans. Et ensuite j'ai découvert un peu par hasard le monde de l'assurance chez un gros acteur du secteur avant de lancer ma startup sur le sujet. Et donc nous, chez Yacman, en fait, aujourd'hui, on réinvente, on va dire, la mutuelle dans son origine, puisqu'on a appliqué les principes du financement participatif, qu'on le connaît aussi sous le terme de crowdfunding, mais à l'assurance. Donc on permet à des clients d'être couverts par l'intermédiaire d'une forme de pot commun, une cagnotte, qui sert à payer les sinistres de la communauté de clients. Et donc, on fait ça dans une logique 100% digitale et pour des entreprises. Donc, on fait ce qu'on appelle du B2B2C. Donc, en fait, on distribue une solution digitale qui permet à nos partenaires, donc plutôt des grands comptes, des banques, des assureurs, des courtiers, de créer et de distribuer des produits de couverture innovants et qui ont une vocation très éthique et solidaire, on va dire, puisqu'il y a des logiques de redistribution aussi des fonds aux utilisateurs dès lors qu'ils ont des comportements vertueux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Merci beaucoup Bertrand. Bonsoir. Moi je m'appelle Victis Platen, je suis la CPO Chief People Officer de United Credit, plus communément appelée DRH pour les anciennes générations. Moi, mon parcours, c'est pas tellement dans la fintech que je l'ai fait, c'est effectivement plutôt dans les startups et les startups liées à la tech. J'ai démarré dans le conseil aux entreprises sur des problématiques de responsabilité sociétale des entreprises et évolué toujours dans des systèmes de startups autour des problématiques d'environnement et d'intelligence artificielle. Et là, je suis maintenant donc DRH chez United. United qui est donc une fintech qui a pour vocation de transformer l'industrie de banque de détail européenne
en s'attaquant aux particuliers et aux entreprises. Alors, comment on fait ça? On fait ça de plusieurs façons. On met une technologie au service des particuliers pour leur proposer une offre de crédit la plus simple, la plus transparente possible, un crédit amortissable, en garantissant un délai de réponse extrêmement rapide grâce à nos technologies. Cette technologie qui nous permet aussi d'être au service des entreprises et de leur proposer une offre de ce qu'on appelle Credit as a Service. C'est ce qu'on a fait pour des banques comme Fortuneo ou N26. Ou pour des Credit as a Payment, où là, on est en partenariat avec des entreprises qui veulent vendre leurs produits en plusieurs fois. C'est ce qu'on fait, par exemple, pour Microsoft quand ils ont lancé leur produit Xbox All Access ou les réseaux de distributeurs du produit Apple. Donc, pour faire tout ça, aujourd'hui, on a la particularité d'être une fintech qui a obtenu un agrément bancaire en 2012 et d'être donc reconnu comme établissement de crédit au-delà du fait d'être fintech. Et on fait aujourd'hui partie du Next 40, qui est le label qui rassemble les entreprises un peu prometteuses sur ces sujets tech, notamment en France. On est 500 collaborateurs en Europe, présents en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Et voilà pour vous présenter United dans les grandes lignes aujourd'hui. Merci beaucoup, Vigdis. Du coup, on va pouvoir commencer justement ce live et sur le sujet justement des fintech. Alors, je rappelle que vous pouvez poser évidemment vos questions en commentaire justement sur Facebook ou sur YouTube et on y répondra au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à poser directement vos questions dès à présent, on y répondra au fur et à mesure, donc jusqu'à 19h environ. Ce que je vous propose, c'est de commencer un petit peu les échanges sur justement ce thème des fintech. Peut-être déjà réexpliquer un petit peu ce secteur-là, quelle typologie d'entreprise on va retrouver finalement dans ce secteur-là, comment peut-être est arrivé ce secteur des fintech finalement, parce qu'on en parle de plus en plus. Et depuis quelques années, mais c'est relativement nouveau. Donc je vous propose de parler un petit peu de tout ça, et puis on parlera également des métiers qu'on peut retrouver finalement dans ces entreprises-là. Frédéric, je vous propose de commencer pour parler un petit peu du secteur en règle générale. D'accord, ça marche. Merci. D'abord, je vais commencer sans grande originalité par une petite définition. Qu'est-ce qu'une fintech? Sans surprise, il fallait que quelqu'un la fasse, c'est moi qui l'a fait. C'est tout simplement la contraction de technologie et de finance. Autrement dit, la technologie au service de la finance. Donc, c'est un terme qui est apparu il y a environ 10 ans, à peu près, qui servait principalement pour catégoriser les startups disruptives qui concurrençaient les services des banques traditionnelles. Donc, certaines ont connu un succès assez fort, vous devez les connaître, N26 en Allemagne, Conto en France ou encore Revolut, je crois en Angleterre, de mémoire. C'est des banques mobiles qui dérangeaient les banques traditionnelles et les banques historiques. D'autres ont eu moins de chance et n'arriveront pas à percer, mais bon, c'est un secteur hyper dynamique, c'est un phénomène mondial. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, je vous redirigerai vers le panorama publié par France FinTech, qui est une association qui promeut la FinFER des FinTech françaises ce coup-ci. Et vous verrez son évolution chaque année, le nombre de FinTech qui rentrent dans ce panorama est de plus en plus croissant. Je peux encore vous parler aussi des banques traditionnelles. Une forme de leur riposte, c'est de créer elles-mêmes leurs propres incubateurs de FinTech. Je pense notamment à B612 pour la caisse d'épargne, Village by CA pour Crédit Agricole, ou les partenariats que certaines banques régionales peuvent faire, comme chez les banques populaires, avec des incubateurs locaux. C'est un partenariat win-win, enfin gagnant-gagnant. Ça permet aux FinTech de se financer et aux banques de rester à la pointe de la technologie. À l'heure de la digitalisation d'ailleurs des entreprises, c'est souvent la financière qui sera la plus novatrice technologiquement ou fonctionnellement parlant qui tirera son épingle du jeu. Et puis petit à petit, le terme fintech s'est un peu élargi et des sociétés qui existaient avant ces 10 ans-là, ont découvert qu'elles étaient aussi des fintech. Donc là, je vais prendre l'exemple de Finance Active où on n'est plus du tout une start-up, on existe depuis 20 ans, on est autour de 160 collaborateurs, mais on a bien la technologie au service de la finance.
Et puis, petit à petit, des dérivés sont apparus à la FinTech. Alors, c'est bien puisque Bertrand est là, c'en est un exemple criant, c'est les InsurTech au service, la tech au service des assurances, la RegTech pour le réglementaire, la technologie, pardon, au service du réglementaire. Et puis, un peu plus loin de nous, MedTech et Biotech, qui sont la technologie au service de la médecine et de la biologie en général. Voilà un petit peu pour, je dirais, une overview dans les grandes lignes de ce qu'est une FinTech, du secteur, et puis voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Bertrand. On a reperdu Sébastien. Oui, j'ai l'impression. Je vais prendre le lead. Mais il y avait deux questions peut-être qu'on pourrait. Oui, des questions. Tu veux prendre la question déjà peut-être sur le poids de l'équipe IT, Frédéric, ou Vigdis d'ailleurs, parce que tu as la vision aussi chez toi. Moi, je sais pas si je peux parler en général. Je peux te dire que chez United, l'équipe tech, c'est entre 35 et 40% de nos effectifs. Donc, c'est pas tout à fait la moitié. En même temps, c'est un gros poids parce que c'est un de nos facteurs clés d'investissement et de succès que d'avoir toujours ce lead technologique. Et je pense que c'est ça qui caractérise probablement une fintech, entre autres, par rapport à une entreprise financière classique. C'est la dimension technologique et l'avance techno qu'il faut qu'on garde. Et je pense que Finance Active, Yacman, vous confirmerez probablement ça. Alors, chez Finance Active, je te confirme, c'est autour de 30 à 40% de l'effectif. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, désolé, vous m'entendez bien? On a continué, tu sais, on a pris la première question. J'ai entendu, effectivement, je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui se passe concrètement, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous avez pris la question sur le poids de l'équipe IT. Le poids de l'équipe IT. Allez-y, je vous en prie. Non, mais on peut peut-être passer à la seconde question, où ça fera peut-être la transition pour enrichir ce qu'a dit Frédéric. Ce qui caractérise une fintech, je pense que ce qui est intéressant, c'est la technologie au service de la finance, mais en fait, les deux mots sont clés, c'est que une entreprise financière classique, finalement, elle a un savoir-faire métier qui est très orienté sur la finance, mais pas forcément sur la technologie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de technologie parce qu'il y a toujours eu des systèmes d'information, mais pas au regard de la façon dont on vit les systèmes d'information aujourd'hui dans les startups et dont on les fait de façon peut-être plus souple et plus agile. Et donc, une fintech, elle a finalement, elle est un peu bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a la composante tech dont on a entendu parler, qui pèse 40% chez mes confrères, et la composante métier, donc du savoir-faire qu'il y a dans l'assurance ou la finance. Nous, par exemple, dans notre cas, on est InsurTech et c'est très important. J'introduis toujours le terme et j'écris souvent InsurTech avec un I majuscule et un T majuscule parce que pour moi, c'est la fusion des deux sujets, en fait, avec deux typologies d'expertise. Et pour étendre, je laisserai répondre Vigdis sur le sujet des soft skills, ce sera pour toi après, sur les sujets plus RH. Mais peut-être pour étayer ce qu'a dit Frédéric, je trouve qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup des fintech depuis 10 ans, mais en fait, ça existe depuis bien avant. On le voit avec Finance Active, mais pour moi, on peut prendre PayPal, 1998, je pense que c'est déjà une fintech dans la manière de faire. Une qui est très connue en France et qui remonte à 2009 parce qu'elle est très B2C, c'est Litchi, ça a été créé en 2009. C'est aussi, on va dire, la genèse des fintechs, c'est-à-dire des nouveaux modes de financement ou de paiement. Et tout ça, ça a tendance à surfer sur de l'évolution réglementaire. C'est-à-dire ce qui a permis l'émergence des fintechs, c'est aussi le fait qu'on a eu un cadre réglementaire qui s'est assoupli et qui a permis à des nouveaux acteurs d'entrer sans avoir apporté exactement les mêmes contraintes qu'un acteur traditionnel. Si on prend le monde de l'assurance, par exemple, aujourd'hui, pour avoir un agrément d'assureur, c'est extrêmement compliqué et c'est extrêmement coûteux en termes de fonds qu'il faut immobiliser qu'il faut mettre sur la table pour pouvoir, on va dire, ouvrir une compagnie d'assurance. Et par exemple, pendant 30 ans, c'est-à-dire, je crois que c'était entre 86 et Alan, qui devait être il y a 3-4 ans, on n'a pas eu de nouvel assureur qui a été agréé sur le marché en France. On a dû attendre 30 ans pour qu'un nouvel assureur, et c'est Alan qui a fait le premier dossier dans l'assurance santé. Donc, c'est plutôt rare, et c'est vrai que les acteurs viennent se greffer sur le marché via des dispositifs qui ont été mis en place par ce qu'on appelle le régulateur. Donc, chez nous, on en a un qui s'appelle l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et réglementaire, qui gère les règles du financement, du fonctionnement financier et assurantiel. Et ça a permis d'instaurer des sujets. Et on a la chance, parfois en Europe, on ne s'en rend pas compte, d'avoir un dispositif qui nous permet justement d'avoir un terrain de jeu assez large, dans la mesure où on a une réglementation financière qui est assez homogénéisée. Et si on prend l'exemple de Litchi,
Litchi, ils ont derrière eux une marque blanche qui s'appelle MangoPay, qui est un prestataire en service de paiement et qui est matriculé au Luxembourg, par exemple, mais qui permet d'opérer n'importe où en Europe. Donc, je pense que le sujet réglementaire… Vas-y. Non, pardon. Non. Je vais dire sur le sujet réglementaire, je rejoins ce que tu dis parce que nous, donc United, j'en parlais tout à l'heure, on a cet agrément bancaire qu'on a obtenu donc en France en 2012, qui aujourd'hui est passeportable. Je ne sais pas si le mot existe vraiment, mais qui nous permet d'avoir cet agrément bancaire dans plusieurs pays d'Europe sans avoir à le repasser localement. C'est-à-dire c'est un passeport, enfin c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous installer avec cet agrément bancaire dans différents pays. Il faut vraiment dire qu'il y a une union bancaire européenne qui existe aujourd'hui et qui nous facilite la tâche. Ouais. Exactement. Et donc, dernier point, donc effectivement, un gros développement des fintech, mais au point où parfois on voit des chiffres, enfin, j'ai pas repris les chiffres des levées de fonds fintech qui sont assez importantes, mais il y a 15 jours, il y a eu par exemple une entreprise suédoise que je ne connaissais pas, qui s'appelle Klarna, qui a tout simplement levé 1 milliard d'euros et qui se considère comme une fintech. C'est-à-dire qu'on est presque sur des sociétés qui sont en bourse, en tout cas qui sont des… Et donc, on a vraiment un secteur qui maintenant… certes, est en croissance, mais on a déjà des acteurs très matures qui sont dessus. Voilà merci beaucoup Bertrand. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Ok. Merci pour un petit peu cette explication sur l'évolution des fintech. Et on va passer donc à Vigdis sur un petit peu les métiers, les typologies de métiers finalement qu'on retrouve dans les fintech. Est-ce que c'est différent d'établissements financiers classiques? Est-ce que ça se rejoint? Je suppose qu'il y a des métiers quand même qui sont prépondérants. Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que on a besoin dans une fintech de l'expérience, je vais enfoncer des portes ouvertes, de l'expérience fine d'un côté et de l'expérience tech de l'autre. Donc, chez United, nous, on a des métiers qui relèvent des métiers de l'établissement de crédit dans tout ce qu'il a de plus classique. C'est-à-dire qu'on a un service d'octroi de crédit avec des analyses crédit qui font, on va dire, théoriquement, parce qu'après on va reparler à la fois des soft skills et de la particularité dans une startup, mais qui font quand même théoriquement sensiblement le même métier que ce qu'ils feraient dans un établissement bancaire dit classique, un établissement de crédit dit classique. Donc des activités de crédit, des activités de détection de fraude, des activités de recouvrement, des activités de marketing qui sont des activités un peu classiques de l'établissement de crédit. Ça, c'est vrai qu'on a ça et on cherche là des gens qui ont des vraies compétences classiques bancaires. De l'autre côté, ces gens-là travaillent grâce à des technologies qu'on a développées, nous, en interne. Et donc, on a de l'autre côté, au-delà des métiers de pure finance, des fintech, en tout cas, je parle pour United, des métiers tech, et j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont près de 40% de nos effectifs, et dans lesquels on inclut en plus des métiers liés à la gestion de la data, qui est quand même clé dans la plupart des fintech. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des métiers très opérationnels liés aux établissements de crédit. On a en plus, du coup, des activités d'analyse de conformité, de compliance au sens large et de risque pour rester toujours en ligne avec notre agrément et avec la CPR dont parlait Bertrand tout à l'heure. Donc ça, c'est des métiers qui sont très classiques dans la banque. Ce qui est différent pour répondre aussi à la question de Jessica sur les soft skills les plus recherchés dans les fintech. En fait, dans les personnalités qu'on va rechercher par rapport à des personnes qui vont travailler dans des profils bancaires classiques, et on en a plein qui viennent de ces établissements-là, on va chercher des gens déjà qui soient très sensibles à la technologie, très adaptables à des technologies qui évoluent sans cesse. Et une des soft skills les plus recherchées, on va dire, c'est vraiment cette agilité, cette adaptabilité à un contexte en changement permanent. C'est-à-dire ce qui est excitant quand on est sur des métiers finance, on va parler plutôt des métiers finance, c'est de venir travailler dans un groupe où les choses seront moins figées, où on peut être plus force de proposition pour faire évoluer un petit peu les façons de travailler, etc. Et il faut cette forte agilité par rapport au fait que la technologie évolue, les métiers évoluent, les offres évoluent sans cesse. Donc, l'agilité, soft skills clés. Et après, il y en a qui sont plus propres à des entreprises qu'à d'autres. Chez United, je pense qu'on a un fort niveau d'exigence sur les compétences et sur la fiabilité des personnes, et un fort niveau d'exigence aussi sur le niveau de bienveillance, quoi. C'est-à-dire que les gens rejoignent aussi un projet. Alors là aussi, je vais être un petit peu
enfoncer des portes ouvertes de ce que disent tous les DRH qui travaillent en start-up, mais qui sont les gens rejoignent un projet entrepreneurial avec ce que ça a d'un côté d'hyper fatigant d'être dans un environnement en changement permanent. Et donc, il faut être prêt à ça et avoir cette capacité, cette adaptabilité au changement. Et de l'autre côté, ce que ça a de super excitant d'être dans un projet entrepreneurial en transformation où on essaie d'être en avance sur le marché, d'aller chercher des solutions et d'être force de proposition. Voilà. Donc, adaptabilité, agilité, force de proposition et pour United en plus, bienveillance. S'il faut parler des soft skills les plus recherchés. Super. Et du coup, Frédéric Batran, vous êtes d'accord sur ces soft skills-là? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont recherchés dans vos entreprises? En termes de soft skills, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Vigdis. C'est sûr que ce qu'on cherche tous, c'est au plus vite être capable de proposer de la valeur à nos clients. Donc l'agilité, elle est vraiment là pour ça. Être aussi capable de se dire très vite qu'on peut s'être trompé, donc fail fast, remettre vite le navire dans le bon chemin. Et là, je pense que ce qu'a dit, c'est clair, vraiment ça. Et c'est exactement ce que je recherche moi aussi en termes de soft skills. Et vraiment être capable de travailler en équipe, de laisser personne au bord de la route, qu'on soit un seul et même navire qui avance. Je partage. Ça me paraît clair. Enfin, je pense que ce qui est intéressant dans le monde, mais là je l'élargirais peut-être pas que uniquement aux fintech, mais aux jeunes entreprises innovantes, les startups, peu importe. C'est la notion de valeur qui font que quand même les personnes qui rejoignent ces entreprises en fait sont aussi à la recherche de valeur. Donc il y a la démarche entrepreneuriale qui est un élément d'adoption assez important, mais les valeurs derrière qui sont véhiculées dans l'entreprise où on a quand même de fortes, dans l'organisation que dans d'autres organisations. Et finalement, on a peut-être plus facilement accès aux dirigeants, ou en tout cas aux raisons du pourquoi les dirigeants ont créé cette société. Et donc, c'est souvent très incarné. Je trouve ça assez intéressant. Et en termes d'attente, moi, il y a un sujet que je trouve assez corollaire de la souplesse ou de l'agilité, c'est le côté qu'on appelle en anglais problem solving, c'est-à-dire que c'est bien d'identifier les problèmes, mais c'est bien aussi de réfléchir aux solutions. Parce qu'en fait, quand on veut être agile, il faut être capable aussi de dire le sujet et voilà quelques pistes que j'ai imaginées pour y répondre. Et ça, c'est un vrai sujet qui permet d'aller vite, qui est quand même un des enjeux, puisqu'on n'a pas la même temporalité que des grands acteurs qui sont plus inertiels. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces infos. On en a parlé un petit peu dans les InsurTech, donc notamment chez Crédit. On peut retrouver des métiers pure assurance ou pure courtage, en tout cas en assurance. Du coup, il y a une question de Jules. Est-ce qu'on retrouve des métiers pure finance, type finance de marché, risk management, M&A, etc., dans des fintech? Est-ce que ça peut être le cas? Alors, je ne sais pas si vous le savez. Frédéric, peut-être. Ça dépend vraiment de la cible de ta fintech, mais par exemple, chez moi, dans la R&D, il y a ce qu'on appelle un quant, c'est-à-dire un collaborateur qui fait des mathématiques quantitatives. Donc, on pourrait retrouver typiquement dans les grandes banques, alors là où il serait des plateaux complets, mais ils sont beaucoup plus nombreux, parce qu'on est capable de pricer, qu'on est connecté au marché financier et que donc on retrouve typiquement le même genre de métier que ce qu'on pourrait avoir dans une salle de marché. D'accord. Clairement. Nous, c'est les actuaires. Hein. Nous, notre métier, on a des actuaires en interne, donc des statisticiens et au calcul de risque, qui est un métier très propre à l'assurance. Alors après, le M&A, bon, ça va dépendre de la taille. Si c'est une start-up, je ne pense pas qu'il y ait de M&A. Mais c'est plutôt ceux qui viendront racheter la start-up plus tard qui apporteront la connaissance du M&A. Merci beaucoup. Du coup, question sur les technos, puisque on a pu voir justement que les équipes IT pèsent quand même assez lourd dans les effectifs des fintech. Quels sont les technos les plus utilisés en dev dans les fintech? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'elles sont différentes des entreprises? Comment ça se passe chez vous notamment? Je vais peut-être prendre la main pour démarrer. Encore une fois, ça va dépendre aussi de l'ancienneté de la fintech. C'est clair qu'une fintech qui démarre, là, il y a 2 ans, va démarrer sur des technos les plus modernes.
Elle va prendre, je sais pas moi, des derniers frameworks JS, etc. Alors que d'autres qui ont plus ou qui vont même travailler en Python, pour tous qui ont un peu plus d'ancienneté, tu vois, comme finance, il y a quand même un peu de passé, même si on a monté de version, si on s'est renouvelé. Voilà, on a du Java en back-end, on a de l'Angular en front, et après se posent les questions comme beaucoup de fintech, où la vraie valeur, c'est la donnée, c'est la data et ce que tu en fais. C'est de dire, est-ce que tu développes tes outils toi-même? Est-ce que tu t'allies à un partenaire du marché? Est-ce que tu veux faire de l'IA? Enfin, tu vois, si je devais faire de l'IA, j'irais pas la développer moi-même. J'irais voir comment on appelle ça, un autre acteur du marché, donc pas forcément IBM, mais par exemple, il y a Watson chez IBM. Enfin, il y en a plein d'autres qui font de l'IA, qui seraient bien meilleurs que ce que je serais capable de faire en interne. Et c'est par exemple même chose pour la data où j'ai préféré m'allier à un autre acteur du marché pour être capable de faire du dashboarding qui permet de faire vraiment de l'aide à la décision très pointue pour les grosses structures financières. Ok. Comment ça se passe dans les autres fintech, Bertrand notamment? J'avoue que moi, je suis pas un tech, hein, j'ai pas un profil tech, mais nous, on est sur des technologies, on est en Symfony par exemple, c'est une technologie assez classique en PHP, en framework. Donc, j'ai tendance à dire que je suis pas certain, mais Frédéric me contredira, c'est nécessaire que le fait qu'on soit sectorisé sur la finance ou l'assurance ait un impact direct sur le choix de la techno. Pour moi, le choix de la techno, il est lié avant tout au côté digital, mais pas forcément au côté sectoriel. C'est ma perception en tout cas. Non, je suis assez d'accord. C'est pas lié au fait que c'est pas une techno pour un domaine métier. Ça va vraiment dépendre de quand tu as créé ta société, si tu as été capable, si elle est plus ancienne, si tu as été capable d'évoluer. Et puis après, c'est aussi le choix des personnes qui composent tes équipes, tes architectes principaux qui vont t'emmener dans un sens ou dans un autre. Quand on parle de JavaScript ou de JS, il y en a quand même tout un éventail. Et donc certains vont prendre du Vue, d'autres de l'Angular, d'autres du React. Après, c'est aussi la sensibilité des équipes avec qui on travaille. Et d'ailleurs, c'est eux qui vont faire le job, donc on a plutôt tendance aussi à leur faire confiance et à les suivre dans les choix qu'ils vont nous proposer. Et du coup, Vic10, vous recrutez quel type de développeurs, sur quel type de techno chez United? Écoute, c'est une bonne question. Nous, on demande à nos développeurs de maîtriser. On recrute tous les types de développeurs. Aujourd'hui, nous, on développe essentiellement sur des développeurs web. Donc, on leur demande de parler JavaScript, on va dire, en priorité. Et là, en ce moment, on investit plus d'ailleurs plus que sur les développeurs, sur les product owners, tu vois, sur sur les testeurs et sur les product owners. Donc là, on est en train de renforcer vraiment nos équipes. Et d'ailleurs, les appels aux bonnes volontés existent, puisque là, on ouvre là pour 2021 une trentaine de postes tech. Tous azimuts, on va dire, sur les postes tech, donc développeur net of course, mais PO, DevOps aussi. Donc ils sont tous en ligne sur notre site, mais on accélère vraiment parce qu'on a une roadmap tech qui va être stratégique pour nous cette année, notamment sur tous nos développements en B2B, pour faire notre roadmap sur le B2B. Donc on avait 10-15 postes ouverts et là on vient d'en ouvrir 15 de plus en urgence pour accélérer. C'est pour vous dire l'importance des métiers tech dans une fintech. En tout cas, on est utile pour assurer notre croissance. D'accord. Ça, c'est vrai que on court toujours après la balle sur les recrutements dans ces domaines-là, dans les fintech. Enfin, je pense qu'on n'est pas les seuls, ni Vic10, ni moi. C'est vraiment, on a beaucoup de mal. On a du mal à staffer nos postes ouverts parce que la demande est telle que c'est toujours un combat terrible pour faire venir de nouveaux talents chez nous. Et d'ailleurs, il y a une petite. Pardon. Oui, non, vas-y, Vic10. C'est vrai que les métiers tech et data aujourd'hui font partie des métiers où la demande est un peu inversée par rapport à l'offre et les se transforment en vrai de l'entreprise pour convaincre les gens de rejoindre
notre fintech plutôt qu'une autre. Et effectivement, donc il faut discuter beaucoup avec les développeurs et de nos technologies et de notre organisation. Et nous, c'est partie des sujets qu'on a vraiment travaillé, c'est-à-dire notre organisation. Et tout de suite, on demande à nos développeurs d'aller rencontrer les candidats développeurs en premier. C'est-à-dire ils passent directement pour parler de tech à tech. Vérifier qu'ils parlent le même langage, vérifier pourquoi c'est intéressant, etc. C'est des process sur lesquels on a un peu inversé la tendance et les process passent pas par les RH en premier, mais vraiment par la tech pour qu'on puisse accélérer et être sexy plus vite, quoi, on va dire. Et j'avais une petite question, notamment dans la partie tech, donc tout ce qui est développeur ou autre métier. Est-ce que c'est un plus d'avoir déjà une expérience dans le secteur financier? Parce que finalement, un développeur, on peut l'exercer finalement dans tout secteur d'activité. Surtout si j'entends qu'il n'y a pas forcément de techno qui sont spécifiques au milieu financier. Est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est pas un plus? Est-ce que vous recherchez des profils d'ailleurs qui viennent d'autres secteurs pour diversifier? Est-ce que vous préférez, enfin si vous voyez un profil qui a de l'expérience en finance, dans le secteur financier, vous allez essayer vraiment de le catcher, j'ai envie de dire, entre guillemets. Qu'est-ce que vous en pensez? Clairement, si on a un candidat dont le domaine fonctionnel, alors sans être dans le domaine précis, par exemple, moi je fais de la dette, on ne cherche pas un expert forcément dette, mais quelqu'un qui a une expérience en finance, c'est sûr que c'est un avantage pour le candidat et même pour nous, parce qu'on sait déjà que le domaine banque, le domaine finance, c'est quelque chose qui l'intéresse, il a envie de creuser, il l'a creusé par le passé. On dit c'est le candidat, hein. Il l'a creusé par le passé. Donc pour nous, c'est sûr que ça nous intéresse. Maintenant, dans tous les cas, je regarderai au-delà de ça. Ce qui est super important, c'est qu'un candidat qui vient dans une fintech, il faut qu'il s'intéresse au domaine fonctionnel. Mais ce sera la même chose pour n'importe quelle entreprise et n'importe quel métier. Si on ne porte pas un minimum d'intérêt au domaine fonctionnel de l'entreprise dans laquelle on va, ça va arriver un moment où ça marchera pas, quoi. Il faut vraiment comprendre, avoir envie, fitter au projet, comprendre le métier, sans en devenir un expert, mais savoir ce qu'on fait, et c'est la meilleure manière de se réaliser d'ailleurs. Donc c'est un plus. J'aurais pas dit chose. C'est un plus, c'est pas fondamental. C'est un plus que de comprendre le métier pour lequel on développe et la ligne de code en soi suffit pas. Donc il faut avancer sur il faut avancer idéalement avec des profils qui connaissent très bien les métiers du secteur bancaire et en même temps on n'est pas si difficile que ça. Et je pense que le langage parlé par le développeur au début est primordial et après son intérêt pour l'activité et d'ailleurs pour le projet entrepreneurial au global et puis effectivement au-delà de ça ce que tu disais Frédéric, les aspects fonctionnels du produit qu'on développe, quoi. Et du coup, je profite parce qu'il y a une question qui vient d'arriver, donc qui est liée en fait au product owner dont tu parlais, Vigdis, que bonsoir Antoine, qui se pose la question: est-ce que les fintechs fonctionnent en full agile? Est-il préférable d'être certifié PSPO, PSM, etc.? Alors, est-ce qu'elles sont déjà, est-ce que vous fonctionnez en agile du coup? Alors, je pense qu'il y a autant d'agile que d'entreprises probablement et que d'organisations tech. Donc oui, bien sûr, on fonctionne en mode agile parce qu'aucune organisation tech va vous dire le contraire aujourd'hui, je crois. En tout cas, en milieu startup. Donc bien sûr, nous, on est organisé de cette façon-là. Est-ce que nos product owners aujourd'hui sont certifiés Scrum Master? Pas tous. On a des Scrum Masters dans nos équipes. On fonctionne en mode agile, ils font des sprints. Ils ont un certain nombre, mais ils ont forcément remis, on va dire, adapté la méthode agile à notre entreprise. Et après, je ne pourrais pas vous dire exactement dans quel détail et jusqu'à quel degré ils le développent, mais ils le mettent en place, on va dire, mais bien sûr. Alors, est-ce que toutes les fintechs sont en full agile? Je vais parler sous le contrôle de. Je vais laisser Frédéric confirmer ce que je dis, mais voilà. Je peux pas parler pour toutes les fintechs. Maintenant, c'est sûr, c'est que toute entreprise moderne, technophile, est forcément organisée en agile ou une méthodologie
de ce style-là. Inspiré, ouais. Voilà. De là à dire qu'il faut être certifié PSPO, non. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a réalisé déjà des missions de product owner dans le passé, on l'accueillera à bras ouverts. Il n'y a pas besoin d'être certifié. Et même chose dans les équipes de développement. Quelqu'un qui a été Scrum Master, je vais pas lui demander de me dire, ah oui, mais tu as été Scrum Master, mais prouve-le-moi, tu as une certif, tu l'as bien renouvelé. Non, Exactement. c'est pas ce que je vais chercher. Je pense que ça va être pareil pour beaucoup d'autres fintechs. Très bien. Merci beaucoup. Une question de Jessica. Demain, n'y aura-t-il plus que des fintechs? On peut se poser effectivement la question. Je vais compléter quand même. Enfin, je veux bien commencer à répondre. Vas-y. Alors, c'est peut-être un parti pris, mais c'est ma vision des choses. Je pense que la concurrence est très saine et qu'en fait, l'arrivée des fintechs oblige, comme l'a dit Frédéric, les acteurs traditionnels à se transformer et à accélérer sur des sujets où ils n'allaient pas. Donc, il y a la peur de ce qu'on appelle la disruption, qui était un peu un gros mot, mais en tout cas un mot qui faisait, j'allais dire, très peur, qui fait très peur parfois à certains acteurs traditionnels, mais le fait est que maintenant c'est une évidence et donc le sujet c'est comment on peut se servir de tous ces nouveaux acteurs pour aussi se moderniser parce qu'il y avait un besoin de modernisation. Et moi la conviction que j'ai c'est qu'en fait aujourd'hui on voit quand même beaucoup de fintech émerger en B2B ou en B2B2C. Le B2C c'est pas ce qu'il y a de plus facile, hein. Il y a des success stories heureusement, mais c'est pas forcément ce qui est de plus simple. Et que de toute façon, il y a énormément d'acteurs qui sont souvent sous les radars parce que moins visibles du grand public, qui opèrent pour le compte des acteurs traditionnels et donc qui leur permettent de se transformer. Donc je pense qu'il y a une vraie cohabitation entre les fintechs et les opérateurs, enfin les institutions financières, on les appelle comme ça ici, qui les aident à se transformer. Et puis il ne faut pas se leurrer, hein, aujourd'hui ceux qui rachètent des fintechs, si on prend le compte Nickel, par exemple, ou des acteurs comme ça, Shine, c'est des banques traditionnelles. Hein, donc, c'est de la force de frappe. Enfin, on parle de dimensions qui sont quand même très, très différentes. Du coup, Frédéric, Vigdis, si vous voulez compléter ou non. Non, demain, il n'y aura pas que des fintechs. C'est ça, en résumé, c'est ça la réponse. Mais effectivement, je suis tout à fait en ligne avec le fait que ça fait évoluer le marché et les pratiques et que ça... On secoue un peu des acteurs très établis, mais pour le mieux. Très bien, merci beaucoup. Pour le mieux pour le consommateur, quoi, d'ailleurs. C'est ça, hein, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pour essayer de proposer des produits plus rapides, plus simples d'accès, et notamment en période de pandémie. Je trouve que FinTech, c'est assez pratique de pouvoir faire toutes ces démarches à distance, en ligne, etc. Donc, c'est d'une certaine façon une aubaine. C'est ça, c'est le bond technologique. Je pense qu'il n'aurait pas eu lieu si on n'avait dû compter que sur les réseaux traditionnels établis depuis des centaines d'années. Donc c'est ce qui nous permet maintenant d'être dans cette constante course à l'évolution, la digitalisation et des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est super positif. Une question du coup sur l'intelligence artificielle au service de FinTech. Alors Frédéric, on a rapidement parlé il y a quelques minutes. À quoi cela peut-il ressembler? Donc peut-être pour la suite, pour l'avenir, l'intelligence artificielle est un petit peu présente partout aujourd'hui. Tout le monde évidemment pense qu'elle va se développer. Voilà, c'est pas un secret. En quoi ça va consister dans une FinTech ou dans une CertTech, pardon? Moi, premier cas d'usage que je vois, c'est tout ce qui est robot advisor. C'est-à-dire, au lieu d'avoir toujours appelé un conseiller physique, c'est de passer par ton chatbot que ta FinTech, par exemple, va te mettre en avant et qui pourrait aller très loin. Tu pourrais même aller jusqu'à renégocier ton prêt avec un robot advisor, par exemple. Des choses comme ça. Donc, ça peut être un exemple. Imagine, tu as un crédit dans une banque et tu dis, tiens, j'ai gagné au loto, je voudrais faire un remboursement partiel. Et au lieu de faire 35 démarches, d'aller voir ton banquier 4 fois ou de tout faire par téléphone, tu pourrais en faire le plus possible, voire peut-être même l'intégralité avec un chatbot. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Le chatbot, effectivement. Est-ce que ça ne va pas justement automatiser? Est-ce qu'il n'y a pas des tâches qui vont être automatisées, des métiers qui vont disparaître au profit d'autres métiers qui vont apparaître justement pour gérer l'intelligence artificielle notamment? En fait, tu vas remplacer
En fait, tu vas laisser place à des métiers à plus haute valeur ajoutée. C'est sûr. Et les métiers qui vont être un peu répétitifs auront tendance à disparaître. On le voit même avec une autre facette de l'IA qui s'appelle le RPA, le Robot Process Automation, où justement des machines remplacent le travail répétitif de l'être humain. Mais quelque part, c'est pour un bien collectif, c'est-à-dire que tous ceux qui auront envie d'apprendre d'autres choses, d'évoluer, de voir de nouveaux métiers, ils vont pouvoir le faire. Merci. Du coup, une question qui va aussi en complément, j'ai envie de dire. Quelle est la place de l'humain autour des fintechs? Vaste question. Je suppose qu'il y en a, évidemment. Qu'il y en aura toujours. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a la partie commerciale qui reste quand même importante de toute façon, qui est gérée par personne. Même si côté intelligence artificielle qui peut prendre le relais pour certaines tâches. Mais l'humain dans une fintech, je suppose qu'elle est présente comme dans une banque classique ou une assurance classique. Oui, on est quand même loin aujourd'hui d'avoir des robots qui automatisent tout et qui travailleraient à la place de l'humain. Et de fait, de toute façon, on crée des nouveaux métiers pour aider à créer ces robots. Donc, on aura de toute façon toujours besoin de l'humain pour mettre en place les technologies d'intelligence artificielle. Nous, clairement, les technologies d'intelligence artificielle, aujourd'hui, elles nous permettent d'optimiser et d'automatiser un certain nombre de process, d'analyse de crédit, etc. Ce que ça nous permet de faire, c'est d'aller plus vite sur des tâches un peu répétitives et très processées. Après, ça permet à nos équipes de se concentrer aussi sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, d'aller chercher les anomalies, en tout cas d'aller régler des anomalies quand elles sont détectées par nos systèmes, de les régler et donc de passer plus de temps sur des choses qui sont moins répétitives et même plus intéressantes pour les collaborateurs, hein, d'ailleurs d'une certaine façon, d'aller chercher à résoudre des problèmes plutôt que d'être dans la tâche répétitive et encore une fois processée. Donc voilà. Après, il y a deux façons de répondre à cette question. Il y a la place de l'humain dans une fintech au sens la tech remplace l'humain. Donc ça, j'ai essayé de répondre. Et après, il y a le côté fintech égale startup égale très centré autour de l'humain et les gens qui nous rejoignent. Et là, je parle plus avec une casquette de DRH, les gens qui rejoignent des entreprises comme les fintechs, ils les rejoignent aussi parce que c'est d'autres types d'entreprises, de projets et de rapports et au travail et au projet d'entreprise. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais de toute façon, Bertrand l'a bien dit tout à l'heure, en fait, c'est justement cette organisation un peu matricielle dans les fintechs où tu peux plus facilement accéder au top management, plus facilement échanger avec eux que dans les très grosses structures qui étaient là depuis très longtemps, où tu dois passer par des couches managériales pour pouvoir discuter avec quelqu'un. Donc, ça, effectivement, fait que la place de l'humain à l'intérieur des fintechs, c'est quelque chose de super important. Et d'ailleurs, ceux qui nous rejoignent, c'est ce qu'ils recherchent, c'est justement pouvoir avoir une discussion avec qui ils veulent, quand ils veulent. Bon, quand ils veulent, avec une certaine limite. Mais parce qu'on est tout le temps connecté, donc les discussions à 23 heures, bon, pas tous les jours, mais c'est vachement bien. Oui, et d'ailleurs, dans le succès d'une fintech, le succès de ses recrutements est clé, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les bons talents bien formés au bon moment. Une fintech qui a que de la techno, déjà, elle n'aura pas la techno, en fait, si elle n'a pas les bonnes personnes. Donc c'est pour ça qu'on s'arrache des gens avec un niveau très élevé de compétences et nous, avec un niveau élevé d'exigence, quoi. Bon, je ne suis pas sûre que c'était ça exactement la question. Donc, la question, c'était. Il faut l'interpréter différemment, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Jules, à nouveau, du coup, encore une question très, très large. Pour quelles raisons rejoindre une fintech aujourd'hui? Quels sont les avantages, du coup, de rejoindre une fintech aujourd'hui par rapport à un établissement un peu plus classique en finance? Je crois qu'on y a un petit peu répondu tout au long du live, mais si on voulait le résumer, parce que tu as une organisation qui bouge beaucoup plus vite, tu as justement la capacité d'échanger
très rapidement avec tes pairs ou avec même d'autres départements qui fait que tu as beaucoup plus vite accès à la réponse. Le déploiement de l'agilité avec beaucoup moins de barrières, cette capacité de s'adapter très vite. Je pense que c'est ce qui fait vraiment le succès des fintech et c'est bien pour ça que, par exemple, vraiment sur la partie vraiment fintech, finance pure, les banques traditionnelles, justement, s'arrachent les fintech derrière, essaient de les racheter, elles les incubent parce que, justement, elles savent qu'elles ne sauront pas s'adapter si vite, vu leur modèle, vu le poids de leur histoire. Donc, c'est vraiment ça qui est cool de rejoindre une fintech. Bertrand, un petit mot peut-être pour les raisons de rejoindre une fintech ou une insurtech? Ouais, je fais un peu une réponse par entonnoir. Déjà, c'est pourquoi rejoindre une startup plutôt qu'un acteur un peu traditionnel? Et après, au sein de ça, pourquoi une fintech en particulier? Donc, la fintech, c'est un appétit lié au secteur, à l'enjeu technologique, à la manière dont ça sert le client final. Donc, il y a peut-être un sujet d'appétit spécifique. Et après, en amont de ça, il y a effectivement, est-ce que j'ai envie de travailler dans une startup qui apporte beaucoup d'intérêt, mais aussi certaines contraintes. Effectivement, parfois on est connecté à 23 heures, alors c'est pas la norme, je confirme. Il faut avoir de la souplesse, donc c'est bien d'avoir la souplesse avec ses clients, mais il faut aussi avoir de la souplesse intellectuelle et dans l'organisation de son temps. Et puis il faut apprendre à vivre avec, je ne dirais pas comme ça, mais parfois une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire que la temporalité n'est vraiment pas la même. Nos cycles de vie, nous on voit à 3 à 6 mois, quand des acteurs ont beaucoup d'inertie, alors certes pour démarrer, mais donc aussi pour freiner. Donc pour moi, il faut juste se dire que être prêt aussi à pas s'installer dans une vie professionnelle que je pourrais qualifier de pantouflarde parce que les choses vont bouger tous les jours. Donc il y a des gens qui ça plaît, c'est une sorte de caractère et de tempérament, et d'autres pas du tout. Très bien, merci beaucoup. On va passer du coup à une autre question, du coup sur les banques type nickel, donc on va dire la démocratisation des banques en ligne qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Voilà, des banques qui proposent des comptes assez facilement avec des cartes bancaires. Ça va pas poser de problème, donc demande Mathis, sur la sécurité des flux financiers. Une question, effectivement, parce que tout ça, c'est régulé, évidemment, c'est fortement régulé. Donc, je suppose que toutes ces banques-là ont évidemment des agréments, parce que c'est obligatoire, mais tout de même, ça fait quand même poser des questions sur justement des questions de sécurité, de KYC, etc. quand même. Je veux bien commencer à répondre. Vous m'entendez toujours bien? Ça va? Ouais. Il y a Med, effectivement, qui dit ça coupe, mais je sais pas. Ça a l'air de fonctionner quand même. En fait, c'est un système de poupée russe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reprends mon exemple de Litchi. Litchi, aujourd'hui, quand ils vont chez MangoPay, qui est un prestataire en service de paiement, qui derrière lui-même reverse les flux chez une banque traditionnelle. Dans le présent, c'est Arkea parce que ça appartient au Crédit Mutuel Arkea. Donc, en fait, on n'a pas laissé des acteurs sortir de façon ad hoc sans règle, c'est hyper réglementé et ça reste réglementé. Par contre, on a permis de sortir des nouveaux acteurs qui s'adossent à des acteurs traditionnels. Donc, quand on obtient un agrément, en fait, c'est qu'on a quand même passé un certain nombre d'étapes. Et aujourd'hui, si on prend le monde des insurtech, j'ai cité, il y a probablement peut-être que 2 assureurs qui ont été créés en 30 ans. Les autres sont tous des courtiers, donc c'est un sujet qui est beaucoup plus souple en termes le régulateur est quand même extrêmement présent, même si ça s'est assoupli. Donc la sécurité des flux financiers, pour moi, elle n'est pas en compte parce qu'en fait, on reste dans un schéma qui est très, très rodé, très encadré. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même on va dire un monitoring des grandes banques vis-à-vis de ces banques qui notamment par les rachats qui peuvent s'opérer d'ailleurs, mais il y a quand même un mentoring qui se fait des grands groupes bancaires. C'est-à-dire qu'une néobanque, aujourd'hui, l'encaissement des fonds, il va se faire chez une banque. Elle se fait toujours, en fait, finalement, de façon pas forcément transparente d'ailleurs, parce que la personne ne le sait pas forcément, mais ça transite par des banques, des grands groupes bancaires. Exactement. À la fin, c'est eux qui ont si on devait le donner physiquement des éléments tangibles ou dans un coffre, il
serait dans une banque traditionnelle, pas chez Conto, Advantis ou les autres. Ouais, c'est les standards de paiement sont les mêmes pour tous. Après, la question, ça peut être aussi, ces fintech, elles aussi, elles sont accessibles à travers des sites web, qui sont comme les grandes banques d'ailleurs. Et on se dit, tiens, est-ce que j'ai un risque ici de faire voler mes données, etc. Les fintech mettent un accent extrêmement fort sur la sécurité, puisque de toute façon, une faille de sécurité dans une fintech, avec un vrai impact, c'est-à-dire vol de données, des choses comme ça, c'est quasiment la mort de l'entreprise. Donc, l'accent sur la sécurité est vraiment au cœur du dispositif. Chez moi, par exemple, il est très prononcé. Notre RSSI est très pointu et fait. Enfin, moi, j'ai toujours l'habitude de dire plus le RSSI est pénible, plus il fait bien son job. C'est vrai que c'est clé. Nous qui avons un agrément bancaire, on est quand même très contraints par la réglementation sur les établissements de crédit. Donc, en termes d'audit, de process à mettre en place, etc., on est quand même obligé d'y passer du temps et d'y investir beaucoup de moyens. Et c'est clé pour la pérennité de notre activité. Donc, très bien. Et après, la sécurité des données, je rejoins ce que tu disais. Nous, de la même façon, on reçoit plein de données, et notamment plein de données bancaires, puisqu'avec les réglementations DSP2, du coup, on a accès aux comptes bancaires des personnes qui font des crédits chez nous. Donc, on gère quand même énormément de données sensibles. Donc, on est obligé d'être effectivement extrêmement d'équerre, extrêmement carré sur ces problématiques-là. Une autre question. Pour les autorités réglementaires, le développement rapide du crédit fintech crée des opportunités, mais aussi des défis. Donc là, on a parlé justement un peu du côté réglementaire et du côté sécurité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le voir, le crédit est accessible relativement facilement. Est-ce que ça crée forcément des opportunités, mais derrière, ça crée forcément des défis de sécurité, des défis réglementaires. On voit que la réglementation quand même évolue régulièrement, se durcit. Qu'est-ce que vous en pensez de cette partie-là? Est-ce que ça crée un risque? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que parmi justement la partie crédit, je suppose que vous allez vérifier, vous allez quand même faire des vérifications, on va dire, de solvabilité sur les profils? Les process, je pense que Viggy sera plus anonyme que moi pour parler, mais les process vont forcément être les mêmes que dans une banque traditionnelle, mais ça va être fait différemment, plus rapidement peut-être. Voilà. Le scoring, il est là. On va pas prêter à quelqu'un qui est interdit bancaire ou qui s'endette à 75% de ses revenus. Simplement, on a les technologies pour détecter ce type de profil et pour qualifier les profils en fait plus efficaces et plus rapides. Et donc là, on rejoint les sujets dont on parlait tout à l'heure de technologie d'intelligence artificielle, effectivement de réglementation DSP2 nous permettent de faire ça plus rapidement, mais de façon toujours aussi sécurisée et optimisée, parce qu'effectivement, l'objectif, c'est de prêter de l'argent à des gens solvables, ça c'est pour le bien de l'entreprise, et solvables aussi pour le bien de ces personnes-là, parce que le but, c'est de les aider à concrétiser des projets, pas de les surendetter, donc de faire les choses comme il faut. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une dernière question, Amine. Est-ce que les fintechs recrutent des actuaires? Alors, c'est peut-être plus dans les compagnies d'assurance directement. Est-ce que d'ailleurs les insurtech recrutent des actuaires ouais. Bien sûr, c'est le cœur du métier côté assurantiel, c'est la capacité de faire de la tarification d'offres. Donc quand on veut faire la construction de nouvelles typologies de produits, ou même travailler avec un assureur, parce qu'un courtier, la plupart des insurtechs sont des courtiers, donc ils travaillent derrière avec des assureurs. Donc pour pouvoir discuter, ils ont évidemment des actuaires. Est-ce qu'il existe d'ailleurs des insurtech compagnies d'assurance et non courtage? Est-ce que ça s'est développé? Parce que il faut quand même faut une solidité quand même. Je
je citais tout à l'heure, hein, il y en a deux à ma connaissance, une qui s'appelle Alan, qui fait de l'assurance santé, donc qui est en B2C, et une qui s'appelle Sena, qui est en B2B2C, qui fait des produits, et c'est les deux qui ont été agréés dans les 3, 4, 5 dernières années. Il n'y en avait pas eu pendant 30 ans, mais effectivement, ça nécessite de mettre sur la table un certain montant de fonds propres qui est très élevé en fait. Donc le coût d'accès au marché, il y a une vraie barrière à l'entrée. Très bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. On arrive à la fin de ce live. Encore désolé pour les petits problèmes du début en termes de connexion. Je vous propose de terminer ce live par un petit mot de fin que chacun va pouvoir dire. Je propose à Vigdis de peut-être commencer, donc de dire un petit mot de fin, une astuce, un petit mot sur United Credit, ce que vous voulez. Écoutez, moi forcément je vais remettre ma casquette de DRH. Vous dire rapidement que United a des ambitions de croissance extrêmement fortes sur les 2-3 années qui viennent et après, on va dire voilà, avec des ambitions de croissance à 2 chiffres en France et à l'international, que du coup on a une centaine de postes ouverts à pourvoir en 2021. Que ce soit sur des postes vraiment techno, mais aussi sur des postes de développement de business, de gestion de nos comptes, puisqu'on se développe de plus en plus en B2B. Donc, on va chercher des Customer Success Managers pour gérer le run avec ces clients qu'on aura déjà développés. On va chercher des gens qui vont être capables de nouer ces partenariats commerciaux qu'on met en place. Donc, pas mal de challenges pour nous rejoindre. Et c'est un peu notre carte de visite aujourd'hui, c'est d'être start-up dans l'esprit parce qu'en hyper-croissance et parce que aussi agile que possible avec la solidité de 10 ans d'existence d'un agrément bancaire aujourd'hui. Et voilà, donc n'hésitez pas à postuler, à me contacter directement. J'ai un prénom suffisamment rare pour être facilement retrouvable sur les réseaux sociaux professionnels, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je saurai transmettre à nos équipes de recrutement. Voilà. Et en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci pour ces questions intéressantes. Notamment, moi, j'avais peur de parler trop de techno, qui n'est pas forcément ma priorité, en tout cas, ma priorité, si, mais en tout cas dans mes compétences clés. Et donc, je suis contente d'avoir pu parler aussi de soft skills et de typologie de métiers qui nous intéressent. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Frédéric? Tout d'abord, merci de m'avoir permis de participer à ce live. Merci à tous pour vos questions. Justement, je vois toutes ces questions qu'on a vues. D'ailleurs, on n'a pas pu répondre à toutes. Ça montre vraiment l'intérêt actuel qu'on peut avoir pour les fintechs. Après, effectivement, Finance Active, pareil, on recrute beaucoup sur la tech et pas que. N'hésitez pas à aller voir notre page justement sur DocFinance ou sur d'autres sites. Voilà, je ne vais pas les nommer. Ou voire même sur notre site web financeactive.com. On a pas mal de postes ouverts, n'hésitez pas. Et pour ceux qui veulent prolonger le débat, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Pas de problème, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Et enfin, Bertrand. Moi, je trouve que c'est très intéressant les questions qui ont été posées, parce que ça montre l'intérêt. Donc, je trouve que c'est un élément vraiment stimulant. Et le message que je dirais, c'est que, en fait, moi, c'est peut-être ma manière de voir les choses, mais c'est un sujet, c'est un secteur qui est ouvert. Donc, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, la compétence, ou l'appétit sur les sujets financiers est un plus, mais pas uniquement. Et moi, je vois dans les équipes, j'ai pas du tout que des gens qui viennent du monde de la finance. C'est un premier point. Et un point qui m'a un peu surpris au début, mais maintenant c'est la norme, c'est que chez nous, en fait, on a un public extrêmement féminisé. Je pense qu'on a une majorité de femmes plus que d'hommes, ce qui était un peu surprenant pour moi au départ. Et donc, en fait, ça prouve à quel point c'est ouvert. Et donc, le sujet finance qui peut paraître un petit peu un sujet très contextualisé dans lequel c'est pas facile de rentrer, en fait, reste assez ouvert à tout type de profil. Donc, voilà, il faut voir la réalité des postes qu'il y a derrière. J'encourage les gens à creuser. Merci à vous trois du coup pour avoir participé à ce live, avoir répondu justement aux questions. Donc c'était effectivement très intéressant. Du coup, ce live clôture notre mois thématique qui avait comme thème l'IT en finance sur DocFinance. Donc je rappelle que vous avez du coup 2 lives, donc celui-ci qui sera disponible en replay, donc juste après la fin sur Facebook et demain sur YouTube. Il y a également un autre live qui avait eu lieu il y a 2 semaines, il me semble,
sur un autre thème donc aussi très intéressant, et donc un article de fond qui est mis en ligne aujourd'hui également donc sur DocFinance. Vous allez pouvoir justement retrouver des informations intéressantes sur l'IT en finance et notamment les fintechs. J'en profite également pour dire que donc les entreprises qui étaient représentées ce soir ont aussi une page sur DocFinance et vous pouvez évidemment vous y connecter pour voir un petit peu toutes les infos de ces entreprises-là. Je vous encourage d'ailleurs à y aller avant de postuler. Comme ça, vous pouvez justement vous renseigner sur l'entreprise. C'est très important de se renseigner sur l'entreprise avant les entretiens. Voilà, je vous encourage également à vous liker notre page Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous fait plaisir, ça nous donne envie de continuer de proposer ce genre de format. Et donc, je vous dis, quant à moi, rendez-vous pour le mois prochain sur le thème de l'alternance en finance, puisque nous sommes en plein dedans. C'est vraiment la période. Voilà, merci encore à vous trois. C'était vraiment un plaisir d'animer ce live avec vous. Encore désolé pour les petits problèmes techniques. Et sinon, pour tous les autres, je vous dis du coup au mois prochain. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.